Aujourd'hui, on va parler de Jabotinsky, de Ben-Gurion, Rav Kook, tout ça. Et sur de la guerre, pratiquement fratricide, entre eux, jusqu'à un accord et aller-retour. On a parlé, je crois, il y a deux ou trois mois de l'affaire du meurtre d'Arlozorov et de l'accusation du rôle qui a été joué par le Rav Kook dans la disculpation de Stavsky et la presque guerre civile, guerre fratricide qui a eu lieu dans les Yishuv dans les années 33-34. Et là, je voudrais un peu parler de la suite, de ce qui a fait suite à toute cette affaire. Mais avant cela, je vais prendre un peu de recul pour essayer de comprendre un peu la constellation, qu'est-ce qui se passait au sein de l'organisation sioniste, au sein de la Sokhnout, en Eretz Israël, dans le monde juif, etc. Et basant essentiellement ce que je veux dire sur un livre qui est sorti il y a une quinzaine d'années de Yoram Chazoni, Dr Yoram Chazoni, The Jewish State, The Struggle for Israel's Soul, qui a été traduit en français, il a été traduit en plusieurs langues. Pour ceux qui n'ont pas encore lu, je pense que c'est très important de lire ce livre. Il est assez facile et il est essentiel pour comprendre, ne serait-ce que, pas seulement l'histoire moderne d'Israël, pour le faire passer entre vous, mais également l'histoire, l'actualité d'Israël dont il ne parle pas, mais qu'on peut lire en filigrane ou entre les lignes de ce qu'il décrit. Vous allez le voir lorsque je lis. Je relus les chapitres qui traitent de l'époque dont on va parler. Eh bien, c'est invraisemblable les parallèles qui peuvent être tracés entre ce qui s'est passé il y a 80-85 ans et nos jours même. Invraisemblable. Bon. Je commence, vous allez immédiatement vous en rendre compte. Juillet 1931, on se retrouve à Bâle, congrès sioniste, 17e congrès sioniste. À la tête de l'organisation sioniste, depuis plus d'une dizaine d'années, se trouve notre fameux docteur en chimie, Chaim Weizmann. Et quelle est la résolution qu'il veut faire passer au Congrès pour apaiser les Britanniques, pour apaiser les Arabes après les pogroms de 1929? Quelle est la résolution? Que le but de l'organisation sioniste, c'est un État binational, judéo-arabe. Que l'organisation sioniste a pour but de créer en Palestine un État judéo-arabe, interdit de parler de majorité juive, interdit de parler d'État juif. État juif, ceux qui parlent d'État juif sont des extrémistes. Le Congrès s'y oppose. Celui qui mène l'opposition à Weizmann, c'est l'étoile montante du mouvement sioniste, c'est Zev Jabotinsky. Qui depuis longtemps a son étendard unique, Chad Ness, avec le mouvement révisionniste, avec Beitar 1923-1925, etc., où Beitar 1923, à Tzor, à Tzionut révisionniste, le parti révisionniste. Pourquoi révisionniste? Parce qu'il faut revenir au sionisme herzlien pur
où le but, comme c'est inscrit dans le programme de Bâle, et encore pas le programme de Bâle, je m'excuse, mais dans le livre de Herzl, l'État juif, il faut revenir à un but unique. Pour l'organisation sioniste, aux sources fondatrices, au père fondateur, au père P-E-R-E, sans pluriel, qui est quoi? Qui est l'État juif. Sans capitalisme, socialisme, anarchisme, tous les ismes laissés de côté, c'est secondaire. L'essentiel, c'est, il y a un étendard unique, c'est l'État juif. Alors, il mène l'opposition avec lui, bien entendu, tous les autres partis. Le Mizrahi, même les sionistes Klali, même les partis de Weizmann, etc. Ceux qui gardent le silence, même s'ils sont l'opposition aussi de Weizmann, mais ceux qui n'osent pas parler à voix haute de l'État juif et de la majorité juive, c'est les travaillistes. C'est Ben Gurion. À l'époque, il ne parle pas encore à voix haute de tout ça. Il s'oppose, il voit en Chaim Weizmann une catastrophe. Il se mord les pieds, les doigts, tout ce que vous voulez, d'avoir contribué à la nomination de Weizmann à la tête du mouvement sioniste, à la tête de l'organisation sioniste, mais il est là, c'est sa politique, il s'est fait l'allié des juifs allemands, qu'ils soient en Allemagne ou qu'ils soient à New York, qui donnent l'essentiel des fonds, et eux, ils veulent être politiquement corrects. On ne veut pas d'État national. Le sionisme, c'est malsain, c'est pas joli. On veut un État binational. Donc, ça ne passe pas. Weizmann démissionne. Entre parenthèses, je vous laisse tracer les parallèles. Je vous laisse passer les parallèles, ne serait-ce que, je ne sais pas, le projet de loi d'ailleurs, dont l'initiative revient à Dichter, Avi Dichter, alors qu'il était encore faisait partie de Kadima, Medinat Israël, qui est Medinat Le'om, chez l'âme Yehudi. État-nation du peuple juif. Il était soutenu d'abord aussi par Tzipi Livni, et du moment que cette initiative, ce projet de loi est devenu un peu sérieux, un peu trop sérieux, eh bien, de quoi on l'accusait? Extrémisme, racisme, xénophobie, tout ce que vous voulez. Bon, aujourd'hui, on ne parle pas d'État binational, on parle d'État de tous ses citoyens, peu importe, mais le fond, c'est exactement le même. Le fond est demeuré le même. Vous revenez 1931, le même débat, exactement le même débat. Et aussi la gauche, qui, bien qu'elle s'oppose, elle n'ose pas le dire à voix haute. Et elle le dit pour des raisons tactiques, pour des raisons, pour ci, pour ça, elle n'ose pas le prononcer. Bon, on continue. Ça, c'est ce qui se passe dans l'organisation sioniste mondiale. Donc, qu'est-ce qui se passe en Israël? En Israël, Jabotinsky qui gagne du terrain. Il devient rival ouvert de la Histadrut, des partis travaillistes. Il n'y a pas encore de parti travailliste. Il va s'unir, le Mapai, ça va être fondé en 1930, il va prendre le pouvoir en 1935, de fait un peu avant, mais bon. Mapai, Mifleget Poalei Eretz Israël, le parti des ouvriers d'Eretz Israël. La Histadrut, qui est fondée en 1920, qui est le syndicat, beaucoup plus que le syndicat de travail, qui ne fait pas que représenter les ouvriers, mais les organiser et garder hors marché du travail tous ceux qui ne sont pas membres de la Histadrut. Elle organise pas seulement le marché du travail, mais toute l'économie, toute l'infrastructure économique, sociale, jusqu'à culturelle du Yishuv, des Juifs
de Eretz Israël, eh bien, en 1929, l'opposition commence à s'organiser. Le Beitar, ou plus précisément les révisionnistes, organisent leur organisation du travail, ils organisent leur organisation de défense, etc. etc. Et tout d'un coup commence à se former une alternative à la Histadrout, une alternative à la Haganah. Quand la Histadrout déclare une grève, eh bien, il y a ce qu'on appelle les Streikbreakerim. On peut dire comme ça en français, Streikbreaker? Les briseurs, les casseurs de grève. Non, les casseurs, c'est ceux qui viennent casser les briseurs. Il y a les briseurs de grève de Jabotinsky qui viennent remplacer ceux que la Histadrout ne laisse pas travailler. Ben Gurion, Abarouchi à Haïfa et Ziama Aronovitch à Tel Aviv et d'autres à d'autres endroits, eh bien, ils envoient leurs casseurs véritablement casser les mâchoires des gens de Jabotinsky, et ça devient Sissou Simkou, comme on dit en ancien français, en Eretz Israël, ça devient la bagarre, véritablement des batailles de rue. Ça a depuis plusieurs noms, les chemises bleues à Haïfa, etc. Des gens qui viennent tout simplement casser les gens, casser les bras, casser les jambes, casser tout court, etc. Et pourquoi? Parce que véritablement ils sentent la menace de droite qui se lève, bien entendu. Dans la presse, etc., ils sont accusés de fascisme, ils sont de chemise brune, etc., etc. Peu importe, c'est très sympa, c'est très gentil. On est au début des années 30. On est au début des années 30, d'autant plus que il y a aussi des raisons extra-juives à cela. En 1929, c'est les pogroms. C'est les pogroms à Hebron, c'est les pogroms à Mozart, à Foucault, à Jérusalem, ailleurs, etc. Alors que la Haganah, elle est accusée de Avlaga, elle est accusée de ne pas donner de réponse adéquate à ce danger. Les Arabes, ils s'organisent encore pas trop. Ils ne sont pas encore organisés autour de Husseini, de Khaja Amin el-Husseini. Bon, il est au pouvoir de fait depuis le début des années 20, mais il a encore beaucoup d'opposition, tant à Jérusalem, parmi les familles arabes, les Nashashibi, etc., d'autres familles. Mais il commence, 29, l'année 29, c'est la première fois que le Yishuv comprend que visiblement il aura besoin de faire usage des armes pour affirmer sa souveraineté. C'est seulement à cette époque. Jusqu'à cette époque-là, lorsque Jabotinsky parlait dans son article le nouveau alphabet, on le traitait de quoi il parlait du nouveau alphabet. Il disait: je suis pacifiste, j'aime la paix, je veux vivre en paix avec tout le monde, mais une terre, ça se conquiert. Ça ne s'achète pas. Même à la nation arabe. Vous pouvez corrompre un arabe, vous pouvez acheter, soudouer un deuxième arabe, un troisième arabe. Vous ne pouvez pas soudouer et corrompre et acheter toute la nation arabe. Pas avec un réseau de chemin de fer, ni avec un réseau d'hôpitaux, ni avec tout ce que vous voulez. Ça, une terre, ça ne peut que se conquérir. Quand il écrit une telle chose, dans les années 20, je ne me rappelle plus exactement, début des années 20, parce que c'est une thèse qu'il soutient depuis les forces armées juives qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale dans les rangs de l'armée britannique. Mais quand il écrit ça, il est traité de fasciste. Mais tu es fou. De quoi tu parles? Conquérir les juifs et les armes. Ça fait 500 ans qu'on a dit adieu aux armes. Depuis la reconquiste de l'Espagne, les juifs ont dit adieu aux armes. Finita la... Bon, pas la comédie, c'est ça. Et là, tout d'un coup, le Yishuv comprend que visiblement, on aura besoin comme le dit Jabotinsky, jeunes gens, apprenez à tirer.
apprenez à faire usage de vos fusils, etc. Et là, on comprend que voilà, Jabotinsky avait raison. C'est-à-dire qu'il devient une triple menace. Une menace politique, une menace au niveau de l'organisation sioniste, où il mène l'opposition à Chaim Weizmann, très peu populaire, il le force à quitter l'organisation sioniste, une menace économique, il fonde ses organisations de travail, etc., et une menace idéologique, il a raison. Il a raison, ce Vladimir. C'est comme ça que l'appelle. Enfin bon, il lui rajoute un autre nom, je ne vais pas le citer. Mais. Et c'est pour ça que ici ça chauffe. C'est-à-dire, quand on a parlé l'autre jour du meurtre d'Arlozorov, c'est un meurtre qui... Bon, c'est cruel de le dire, mais c'est un meurtre qui profite énormément, qui vient tout simplement sauver les travaillistes. Il vient sauver la gauche. Parce que sans cela, aux élections au 18e congrès sioniste de juillet 1933, c'était les révisionnistes qui remportaient la palme. Ou qui étaient très proches de remporter la palme. Pourquoi? Ils avaient le vent en poupe, partout. Ils avaient raison, ils avaient une opinion, ils avaient quoi proposer. Mais après le meurtre de Jabotinsky, après le meurtre, ouais, quel lapsus mortel. Après le meurtre d'Arlozorov, il y a les élections à l'organisation sioniste. Les travaillistes prennent 43% des voix. Les gens du Jabotinsky, 16%. Ils sont battus à plat de couture, 43 à 16. Et c'est Ben Gurion qui prend le pouvoir de l'organisation sioniste. C'est son parti. Maintenant, parallèlement à cela, eh bien, l'Europe, comme aujourd'hui, eh bien, elle se développe. 1933, se développe. Hitler monte au pouvoir. Il y a un antisémitisme qui grandit partout, que ce soit en Pologne, que ce soit en Autriche, que ce soit où on regarde. Et Ben Gurion prend mesure de ce danger. Il achète le livre de Mein Kampf. Il comprend très bien ce qui va se passer. Il commence immédiatement à parler en termes de millions. Il faut organiser l'Aliyah dans les années qui suivent de 5 à 6 millions de juifs. C'est pas seulement Jabotinsky aussi, il parle en ces termes. Évacuation, l'évacuation. Il parle en termes grandioses. Et il comprend, Ben Gurion, tout de suite, qu'il faut faire pression sur les Britanniques, qui eux, au contraire, font marche arrière sur toutes les obligations qu'ils ont prises dans la déclaration de Balfour, à Saint-Raymond, etc., etc. Maintenant, l'organisation sioniste, telle qu'elle existe à cette époque, qui est avant tout une organisation dirigée par, jusque-là, par Weizmann et ses philanthropes cosmopolites, pas vraiment sionistes, etc. C'est pas avec cette organisation que vous allez faire pression sur le premier empire mondial. C'est pas avec eux que vous allez venir au Downing Street et leur dire, écoutez, et exiger qu'ils remplissent leurs obligations de Saint-Raymond. Et il comprend qu'il doit transformer l'organisation sioniste en organisation de masse. Il ne va le faire tout seul. Il a besoin de Jabotinsky. Il a besoin de son grand rival.
comment vous faites ça après que vous ayez traité Jabotinsky et des gens de son mouvement, d'assassins, de fascistes, et comment le lendemain... Ça arrive, hein. Vous savez, quand on a parlé d'Arlozorov et de la prise de position, pas la prise de position, du fait que le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook est de ses mains tenu et mené le combat pour sauver Stavsky. Que Avraham Stavsky n'est pas coupable. Eh bien, alors que beaucoup dans le Parti travailliste, à commencer par Albert Katzenelson, ont prêté oreille à cette position du Rav Kook, et dans l'organe de presse du Parti travailliste d'Avar, il voulait même publier un appel à innocenter, à amnistier Stavsky. Dans les rangs du Parti travailliste, la réaction ne s'est pas fait attendre. D'un côté, les gens de la Histadrut, de Ziam Aharonovitch, ils ont fait éruption dans l'imprimerie du Davar avec les, comment dire, les maboutot, avec les massues, et disent si vous n'enlevez pas cet appel, on vous fracasse toutes vos imprimeries. Ça, c'est une chose. Et Ben Gurion, il a appelé le comité central du Parti travailliste. Pourquoi? Pour faire voter une résolution pour faire annuler le titre du Rav Rashi. Qu'il n'y ait plus de Rav Rashi en Israël. Si le Rav Kook prend une telle position pour Stavsky, eh bien, on va annuler son poste. C'est intéressant, vous comprenez? C'est pas... C'est-à-dire... C'est pas attendre. Il était Ben Gurion, il faisait pas partie de la délégation qui est venue rendre visite à Rav Kook. Il dit, s'il veut me voir, qu'il vienne me voir. Pas de problème, qu'il vienne me voir. Je suis là. Rehov, comment on appelle le Rehov, nous? À Yarkon. Après l'appel au sujet de Avraham Stavsky, où Avraham Stavsky est innocenté, eh bien, il y a l'histoire, je crois que je vous l'ai raconté, mais le Shabbat qui suit, eh bien, il est accueilli en grande pompe au Beit HaKnesset Yeshurun, et pour monter à la Torah et dire le Gomel et lire la Torah. Et au moment où il est appelé, eh bien, tout d'un coup, dans le Beit HaKnesset, il y a les émissaires, entre guillemets, de Ben Gurion, qui se lèvent, qui commencent à jeter les chaises, qui commencent à fracasser à droite et à gauche, pour que Avraham Stavsky ne puisse pas monter à la Torah. Alors là, bon, c'est un peu... Yeshurun, Beit Knesset Yeshurun, c'est le Beit HaKnesset Agadol de l'époque. Oui, c'est là où il est actuellement le Beit Knesset Yeshurun. C'était le Beit HaKnesset Agadol, Be Yerushalayim, etc., Aïr HaChadasha, à cette époque. Alors là, bon, c'est ça... ils ont exagéré, ils sont un peu, comment dire, discrédités dans le public. Ça redonne un peu des forces à Jabotinsky. Et en juillet 1934, le comité du Parti révisionniste adresse une lettre, ce qui s'appelle Mirtav Hashalom, au comité du Parti travailliste, où il propose des pourparlers. Ça tombe bien. Pardon? Ça tombe bien, puisqu'il cherchait Ben Gurion.
Oui. Chercher comment prendre la main. Exactement. Et Ben Gurion aussi essaye de renouer les contacts. Ben Gurion est soutenu en cela par pratiquement tout le leadership du Parti travailliste, que ce soit Katzenelson, que ce soit Golda Meir, que ce soit Kaplan, que ce soit Remez. L'opposition, encore une fois, c'est la Histadrut, c'est les gens qui sont proches, très proches de leur intérêt, et c'est le Takam, Noat Kibbutzim Amouchedet, c'est avec Yitzhak Tabenkin, pour qui l'idéologie travailliste, l'idéologie de classe, ne cède pas à l'idéologie et à l'intérêt national. Ce qui fait que dès le début, Yitzhak Tabenkin et la Histadrut s'opposent à ces pourparlers, s'opposent à tout cela. Bon, peu importe, et deux personnes viennent voir Ben Gurion. La première, c'est une personne fascinante, Pinchas Rothenberg, qui a construit la première centrale électrique, qui a construit le premier port à Tel Aviv, qui a construit le premier aéroport à Tel Aviv, qui a fait énormément de choses, une machine perpétuum mobile invraisemblable, vraiment invraisemblable, qui était à la tête pratiquement de la première révolution en Russie en 1905. Enfin bon, une histoire personnelle invraisemblable, mais bon, et c'est une personne qui est aussi très célèbre pour essayer de faire renouer entre les camps rivaux dans le sein du Yishuv. Ben Gurion se trouve à Londres, Jabotinsky, exilé, se trouve à Paris. Il s'adresse à Ben Gurion et dit, écoute, Jabotinsky n'est pas si loin, il faut juste traverser le Pas-de-Calais, etc., un pas d'ici. Tu veux le voir, tu es prêt à le voir, il est prêt à te voir, ils sont prêts à le voir. Une autre personne qui est aussi ainsi placée pour parler, c'est le grand-père de Binyamin Netanyahu, le père de Ben-Zion Netanyahu, le Rav Nathan Milikovski, aussi célèbre dans l'affaire de Arlozorov, etc. C'est lui c'était une des personnes qui a dit au Rav Kook, qui a donné la preuve que l'alibi que Stavsky, il était à Jérusalem, comment il pouvait assassiner Arlozorov sur les rives de Tel Aviv, à la mer de Tel Aviv, alors qu'il était ici, enfin peu importe, c'est une personne très très importante dans l'organisation révisionniste, l'organisation sioniste, un tribun pratiquement sans pareil, etc. Bon, le fait est qu'il se voit. Il se voit à Londres, Ben Gurion, ses ennemis jurés, ils se voient à Londres, et en octobre 1934. Ils sont fascinés, tous les deux. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient tellement de choses en commun, qu'ils avaient tellement d'idéaux en commun, et que ce qui les séparait était tellement secondaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas, si nous concluons la paix, ce sera un très grand jour pour les Juifs. S'exclame Jabotinsky, etc. Vous êtes quel grand homme, etc. Bon, bien sûr, il y a des points de controverse. Jabotinsky met l'accent sur le poids des mots. Ben Gurion met l'accent sur le poids des faits, de l'action, etc. Mais pour finir, ils se mettent d'accord pratiquement sur tout. Ils se divisent le marché du travail. Ils rebâtissent entièrement, ils refont complètement les plans de l'organisation sioniste, de son comité, de son parlement, de son congrès. Ils se partagent le pouvoir sans aucune controverse. Et ils se disent que le but, pour l'instant, le but déclaré de l'organisation sioniste,
ce sera un État juif. État juif, c'est-à-dire Ben Gurion accepte, sous-signe complètement, sous l'idéologie, sous la plateforme de Jabotinsky à ce niveau. Des deux côtés du Jourdain. C'est-à-dire tout le territoire mandataire. Mais cette seconde partie, il dit, bon, ça va être, pour l'instant, on ne va pas le déclarer. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils sont les deux conscients qu'on va devoir accueillir pas 100, 200 000 juifs, mais 5-6 millions de juifs. Il parle en ces termes. Et il signe. Ben Gurion écrit dans ses carnets cet accord est d'une telle importance que j'ai peine à croire que ça va être réalisé. C'est trop beau pour être vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire signer cet accord, chacun par ses institutions de son parti. Alors Jabotinsky, pas beaucoup de problèmes. Il vient à Beitar, il vient à Tzor, si on est révisionniste, donc à signer, je signe, pas de problème. Mais lorsque Ben Gurion est de retour en Eretz Israël, eh bien, il doit faire face à l'opposition de ce qu'on appelle le Manganon. Comment on appelle l'organisation, l'appareil de son parti et avant tout l'appareil de la Histadrut. Bon, il a toujours le soutien de Katzenelson, de Golda Meir et des dirigeants du pouvoir. Il le fait même passer cette décision au sein du comité central. Bon, je m'excuse de terme un peu soviétique, mais... Les secrétaires sont pour, premier, second, troisième. À ce moment-là, vient Taben qui dit, écoute, tu peux faire voter tout ce que tu veux, mais si tu fais passer ça comme ça, moi je pars. Moi je quitte. Avec toute ma fraction. Avec tous mes kibbutzim, etc. C'est-à-dire avec toute l'infrastructure véritable, moi, je fonde mon parti. Taben Kim. Yitzhak Taben Kim. Il l'a fait, ensuite c'était un parti, comment c'était Arduta Avoda. Arduta Avoda, qui était d'ailleurs un parti qui était pour Israël Hashlema, plus que ça. Mais, pour employer les termes de Lieberman, il était pour Eretz Israël Hashlema, mais pas pour Am Israël Hashalem. C'est-à-dire que les classes, le prolétariat était venu avant le peuple. Et il dit à Ben Gurion, si tu veux me garder dans tes rangs, eh bien, fais un plébiscite au sein des membres de la Histadrut. Ben Gurion le fait, on en a déjà parlé, et il n'a pas la majorité, 60% contre, 40% pour. Quelque part aussi, Ben Gurion est devenu otage de sa propre rhétorique, du début des années 30, où il a trop diabolisé Jabotinsky pour ensuite, en un tour de manivelle, le transformer en son meilleur ami, associé, etc. Et à partir de ce moment, on peut dire c'est l'amorce d'une dynamique de division, de scission. Il n'y a pas d'accord, l'accord n'est pas ratifié entre Ben Gurion et Jabotinsky. Jabotinsky quitte l'organisation sioniste, il fonde sa propre organisation sioniste à Tzach, Tzionut HaChadasha, Irgun Tzioni Chadash, etc., qui va avoir effectivement l'appui et le soutien de masse, mais qui ne va avoir aucun soutien auprès des gouvernements, auprès de la Grande-Bretagne, etc., mis à part le gouvernement polonais, mais
À l'époque, son importance, elle est secondaire. Chaim Weizmann retourne à la tête de l'organisation sioniste. Et en 1935, ceux qui s'unissent, c'est les Arabes. Tous les Arabes d'Eretz Israël, et pas seulement, s'unissent derrière Haj Amin el-Husseini. Et ils viennent chez les Britanniques, en front uni. Bon, bien entendu, c'est une union atteinte de manière très très démocratique. À coups de poignard, de liquidation, etc. Et ils disent, bon, on a trois exigences. Arrêter l'Aliyah, arrêter la vente des terres aux Juifs et faire des élections démocratiques. Ici, avec les Juifs qui ont moins de 30% de la population. Fixer ces relations démographiques et c'est fini. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils peuvent s'opposer? Qu'est-ce qu'on peut opposer à cela? On a une triple division entre Jabotinsky et Ben Gurion, entre Ben Gurion et Weizmann, Weizmann et Jabotinsky, etc. Chacun joue son jeu. Et Weizmann qui... Je ne sais pas s'il a lu ou s'il n'a pas lu Mein Kampf, mais lui, ce qu'il propose en 1936, en réponse aux émeutes arabes qui commencent à Pessah 1936, qu'il propose, eh bien, c'est une chose très simple. C'est geler l'Aliyah pendant 1 an. Pas d'Aliyah. Ça vous rappelle quelque chose, non? C'est intéressant. Geler un moratoire à l'Aliyah. Alors qu'à l'Aliyah, en 1935, c'est Nuremberg. L'Aliyah, c'est 60 000 personnes. 60 000 personnes par an qui viennent. La plupart, bien entendu, d'Allemagne. Vous comprenez? Et qu'est-ce que propose Chaim Weizmann? Il faut faire preuve de bonne volonté. Les Warburg, membres, un des leaders de l'organisation sioniste dès ses débuts, d'origine allemande, il dit, vous savez ce que c'est la cause des émeutes? Il y a 2 causes de ces émeutes. Les propos tenus par les leaders sionistes au sujet de l'État, bien sûr que ça les irrite, les Arabes. Deuxième chose, c'est l'Aliyah. Martin Buber, la même chose. Chaim Weizmann, il dit aussi la même chose. Il le dit de manière plus modeste. Mais il faut arrêter l'Aliyah, je comprends les Arabes. Vous comprenez ces choses, c'est-à-dire qu'alors que le peuple juif est en danger d'extermination, et il ne faut plus être prophète pour le ressentir, le leadership juif de l'organisation sioniste, comme solution, il propose de geler le sauvetage. Et Chaim Weizmann de parler du peuple juif en termes aussi de 6 millions, en tant que chimiste, rationnel, c'est pas en Israël qu'ils peuvent être sauvés. C'est pas en Palestine qu'il faut les amener. Bon, 6 millions, il y a 2 millions de personnes âgées. Bon. Personnes âgées. Il y a 2 millions de jeunes qui peuvent être... Pour l'instant, il faut apaiser. Pour l'instant, c'est différent. Vous lisez ça, c'est... עוד מעט 3 השבועות, כן? Et Ben Gurion et Jabotinsky qui agissent chacun dans son coin. Mais de manière beaucoup plus limitée, bien entendu, que ce qu'ils auraient pu faire s'ils ne l'étaient pas. Bon, ensuite, après, avec les émeutes, eh bien, c'est les
c'est la commission Peel qui est mise en place, commission britannique, commission de partage, qui, bien que beaucoup de représentants du Yishuv aient dit que on peut atténuer la LIA, on peut freiner la LIA, on peut freiner, etc., etc., etc. Elle, quand même, sa recommandation, c'est le plan de partage. Le plan de partage entre juifs et arabes. C'est juste une histoire anecdotique. Je vais vous raconter pour un peu, comment dire, diluer détendre l'atmosphère, parce que là je sens que ça... Mais bon. Ça stresse. Ça stresse. Mais on parlait de Haj Amin al-Husseini, marche-moi. Il a tout appris des juifs. Il y a une Keren Kayemet, il a créé un fonds musulman. Il y a Meller David, Malon Meller David, il a créé, il faut le palace. Le palace hôtel. C'est-à-dire, il fait copy-paste, c'est-à-dire, il fait copie conforme, symétrique de toutes les organisations juives. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que quelqu'un lui construise. Alors, qui lui construit l'hôtel palace? Un juif qui s'appelle Katinka, un entrepreneur, un kablan qui s'appelle Katinka. Katinka, maintenant, il y a des histoires loufoques, etc. Tout à coup, il découvre qu'il y a, là où il doit construire, il y a un cimetière musulman. Alors il l'appelle Khajamin, machin, etc. C'est ce que j'ai découvert là où il y a eu, où on planifie la chambre 512, 513, 514 de l'hôtel Palace, et il y a enterré Ibn Hamoud, Ibn Saïd, etc. Bon. Alors Khajamin écoute, je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Tu construis, tu continues à construire. Bon. Là où ils construisent maintenant le Merkaz à Soblanut, ils ont découvert pas très loin du Malon Palace, ils ont découvert aussi des tombes, visiblement du même cimetière ou d'un cimetière musulman voisin. Alors, peu importe. Mais vu que Katinka, il est le constructeur, et c'est effectivement un hôtel de grande classe, c'est là-bas que la commission Peel décide de siéger. Yofi, alors, bien entendu, le Shabak de l'époque s'adresse à Katinka. Katinka, installe-nous des écouteurs. Micro. Il lui installe des écouteurs dans le réseau de ventilation de l'hôtel, ça marche très bien. La commission éléphant, la commission Peel, elle est à l'écoute. Et ça, à l'écoute, ils comprennent, Ben Gurion comprend les principes par lesquels cette commission décide de son partage, etc., etc. Que effectivement, le principe, il ne faut pas être grand génie, le principe c'est démographique. Et c'est-à-dire qu'ils voient où il y a des juifs, c'est plus ou moins là-bas qu'ils vont tracer les frontières du futur État juif. Et sur la base de Katinka, de l'écoute, du Malon Palace, est lancée l'opération Choma ou Migdal. Choma ou Migdal, c'est, comment on appelle ça, la palissade et la tour. La tour et la palissade, où il y a des centaines de points de localités qui sont installés du jour au lendemain, du nord au sud, etc. Tel Amal, la première au nord, partout, des centaines et des centaines, etc. Là, la majorité ont survécu, etc. Mais c'est très intéressant, tout ça a lieu grâce à M. Katinka à l'hôtel Palace. C'est-à-dire, parfois vous entendez des anecdotes comme ça, c'est très intéressant. Bon. Il est où cet hôtel? Il a disparu? Ah non, c'est Waldorf. C'est Waldorf. Aujourd'hui c'est Waldorf. Aujourd'hui c'est Waldorf, Ravelry. Cet hôtel aussi a servi de dépôt d'armes aussi à la résistance juive pendant la construction. Ah oui? Oui. Très bien.
La commission Peel siège là-bas. Sa recommandation, c'est un État juif. Il y a un État arabe, mais un État juif, pas binational. Pourquoi? Parce qu'ils sont réels, ils vivent pas dans les nuages comme certains. Et Chaim Weizmann accepte, bien que ce soit un État juif. Warburg, Magnes, ils sont catastrophés. Qu'est-ce que c'est un État juif? Jamais, etc. Ils essayent de le faire dérouter par tous les moyens, mais c'est entériné, c'est accepté, etc. Jusqu'à quand? Jusqu'au 9 novembre 38. La veille de la nuit de cristal, le cabinet britannique, avec à sa tête Chamberlain, décide d'annuler les recommandations de la commission de Peel. Bon, pour des raisons évidentes, entendu, bon, des raisons célèbres, mais c'est très intéressant, c'est le jour où le pogrom commence, les portes du sauvetage, du salut, se referment. Et là, bon, bien entendu, l'histoire ne connaît pas le temps conditionnel, etc., mais c'est véritablement, j'imagine, une des parties les plus noires de l'histoire juive. C'est pas très réjouissant d'en parler, mais je pense qu'il faut véritablement en être conscient. À quelle mesure on a raté une coche essentielle de notre histoire? On a véritablement raté quelque chose de très très essentiel. Vous savez, pourquoi ça n'a pas marché? Là, ils étaient à deux pas, ils le comprenaient. La première chose qu'ils ont acheté quand ils étaient venus en Europe, tant Jabotinsky que Ben Gurion, c'était Mein Kampf. Ils comprenaient Mein Kampf. Vous lisez, une des choses dont à l'époque je me suis intéressé, c'était au sujet de la Shoah. Je crois que je l'ai mentionné une fois déjà, mais on a parlé que la Shoah, je sais pas, des millions de livres ont été écrits là-dessus. Ma femme travaille dans la rédaction du Mossad à Yad Vashem. Chaque année, des dizaines de livres qui sortent sur le sens où était Akadosh Baruch Hu, il n'était pas, où étaient les rabbinim, les ouvriers rabbinim, etc. Il y a un livre qui n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Et je ne pense pas qu'il est prêt à sortir. C'est le livre à ceux qui ont osé avertir. Ceux qui, avant la Shoah, on dit que si on ne fait pas ceci et cela, eh bien, chers amis, ça va être la catastrophe. Mais j'ai posé une fois la question à peut-être l'un des historiens les plus célèbres de la Shoah, Dan Michman. Dan Michman, je lui ai dit, regarde-lui, quand vous le savez, alors il m'a dit, écoute, je t'envoie un de mes articles. Là, dans l'article, il essayait de prouver que véritablement Jabotinsky, que moi je pensais, je suis encore persuadé que c'était l'un des prophètes les plus clairvoyants à ce sujet, eh bien il disait non, véritablement Jabotinsky, il avait prévu que ça aurait été un grand pogrom, etc., mais pas dans cette envergure. Alors, je lui demande, il avait dit, Jabotinsky, si vous ne liquidez pas la galoute, vous liquidez, mais pour des historiens, je dois admettre, pour un historien, ils ont raison. Les historiens, ils n'acceptent pas des grandes métaphores comme ça. Il veut dire, non, il veut des chiffres noirs sur blanc. Il dit, une personne a prévu. Il me l'a dit, Uri Tzvi Greenberg. Uri Tzvi Greenberg. Uri Tzvi Greenberg. Dans ses poèmes, mais en tant que poète. Ken, slicha. Je dis simplement, on peut faire de l'histoire prospective en disant, bon, si cet accord avait été entériné, si,
Mais le Yishuv n'avait pas le pouvoir politique. Le Yishuv n'avait pas le pouvoir militaire. C'est exactement le même débat qui s'est posé avec les post-sionistes qui ont dit le Yishuv, pendant la guerre, n'a rien fait pour aider les Juifs à sortir d'Europe. Le Yishuv n'avait pas de pouvoir. C'est les Anglais, je dirais, les responsables. Alors on peut impliquer effectivement le Yishuv, ou les dirigeants du Yishuv, mais ceux qui étaient en première ligne, ceux qui avaient le pouvoir politique, ceux qui avaient le pouvoir militaire, ce sont les Anglais. Personne ne dit que les Anglais n'avaient pas le pouvoir. Mais les Anglais, eux aussi, ils sont influençables. Ils ont des intérêts. Et quand ils décident, ils voient qui s'oppose à qui. Lorsqu'ils voient une communauté arabe violente et unie, d'un côté, et une communauté juive pacifiste et désunie de l'autre, mais vous n'avez même pas, vous ne nous montrez même pas vos crocs. Vous venez de vous faire les ongles. Vous comprenez? Vous n'avez rien pour nous convaincre. Vous n'osez même pas parler d'État juif. C'est nous les Anglais qui vous proposons l'État juif. Et vous et vos sionistes, Warburg, Schmarburg, qui nous accusent de nationalisme parce que, vous comprenez? C'est sidérant. Je ne dis pas qu'on aurait évité complètement tout. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas si, mais d'un côté, on n'est aucun historien, mais de l'autre côté, il ne faut pas exagérer dans l'humilité non plus. Et c'est pas pour rien, je pense que le Rav Kook, partout, il a donné sa vie à l'unité d'Israël. Que ce soit dans l'affaire de Arlozorov, que ce soit dans ce soutien au Mizrahi, à condition que Mizrahi, eh bien, il soit avant tout le parti des partis, celui qui voit le Shalom Bait comme sa vocation au sein des partis, celui qui est au-dessus de la mêlée, comme le Rav Kook voyait la rabbanout et les rabbins comme au-dessus de la mêlée, toujours au-dessus de la mêlée. Les rabbins ne doivent pas se mêler de la politique au niveau partitique, mais de la politique au niveau national. Voir le positif dans tous les partis. Et il a véritablement Masaret HaNefesh pour Stavsky. Rien, aucun intérêt partisan ne va me faire dévier etc. Et qui a maintenu le Yishuv qui était même au bord du précipice, avec un pied et demi dans le précipice déjà, après l'assassinat d'Arlozorov. Parce que parce que c'est pas, comment dire, une image d'Épinal, c'est pas une langue de bois, c'est pas quelque chose de négligeable. L'Ardout Israël. Elle était très facile à obtenir, comme on l'a compris. Très très facile à obtenir. Les deux, tant Jabotinsky que Ben Gurion, l'écrivent dans leur carnet. Les deux, c'est fascinant. Différence idéologique minime face au danger que les deux appréhendaient entièrement. Et le Rav Kook, il n'a pas fait des mises en garde sur ce qui se passait. Bien sûr que si, et comment? Et comment? Mais à l'époque, quand ils menaient la négociation, le Rav Kook était déjà grièvement malade. Il est allé, sa dernière apparition, c'était en printemps 35 à Tel Aviv, une atzeret pour le Shabbat.
il était devenu citoyen d'honneur de Tel Aviv. Dizengoff l'a invité, etc. Et il prenait très fortement position pour il aimait beaucoup Tel Aviv. Il aimait beaucoup Yafo. Et il prenait position, il tenait énormément que l'aspect juif, avant tout par le Shabbat, de cette ville, soit sauvegardé. Alors, il était là-bas, mais ensuite, il est revenu, il ne pouvait plus quitter, je crois que c'était en Iyar ou Sivan, 1935. Il est revenu à Jérusalem, il ne pouvait plus... Et là, quand c'est pour parler avait lieu, c'était quoi? C'était octobre 34. Le vote de la Histadrout, c'était mars 1935. Et la débandade, c'était après. Il ne pouvait plus prendre. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Enfin, bien entendu, il était pour, etc. Mais j'ai pas trouvé dans les grottes, etc. J'imagine qu'il doit y avoir des choses, mais il était dans un état de santé déjà très précaire. Et là, on voit que des intérêts de parti, des intérêts économiques, des intérêts secondaires, c'est intéressant. Ce Berl Katzenelson, il parlait lorsque les débats avant le vote, il disait mais vous êtes fous. Il disait aux membres de la histoire, mais vous êtes fous. Mais pour vous, les intérêts de classe, ça passe avant le peuple juif. Ken. Je suis tout à fait, si je peux me permettre, tout à fait d'accord avec vous de dire que l'unité du peuple juif est fondamentale et le plus important. Bon, mais je ne suis absolument pas certain que ça aurait changé les choses. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, c'est la conférence d'Évian en 1938, qui a été une parodie de conférence, où en fait, elle s'est réunie pour trouver des refuges aux juifs, en particulier aux juifs allemands. Un juif s'est suicidé durant la conférence pour attirer l'attention du monde. Il ne s'est rien passé. C'est simplement le fait de dire on a organisé une conférence et les nations n'avaient aucune intention, même si le peuple juif avait été uni, les nations n'avaient aucune intention de sauver les juifs. La conférence des Bermudes, qui pendant la guerre, si vous voulez, a été organisée au moment de la révolte du ghetto de Varsovie, a été aussi un prétexte des nations, des États-Unis et de l'Angleterre, pour dire on s'intéresse au problème juif, mais rien n'en est sorti. Donc en tout état de cause, même si l'unité du peuple juif me paraît fondamentale, les nations n'avaient aucune intention à l'époque de faire quoi que ce soit. Quel était le statut du Yishuv ou de l'organisation juive quelconque à Évian? Golda Meir était là-bas. À quel statut? Quel statut avaient les juifs à Évian? Le statut d'observateur. Statut d'observateur. Quel était le statut qu'on aurait eu si Ben Gurion et Jabotinsky s'étaient unis? C'est pas un statut de... J'imagine qu'on ne serait pas arrivé à Évian. Deuxième chose, on aurait eu un statut. Écoutez, vous voulez pas nous écouter. Nous avons nos exigences. Nous acceptons pile, etc. Nous fondons maintenant l'État juif, vous comprenez? Même que ce soit sur, je sais pas, sur 10 km². Sur un territoire ridicule. C'était une chose qui aurait mobilisé le peuple juif. Le peuple juif, à l'époque, c'était 18 millions de juifs. 18 millions de juifs. Vous savez combien de juifs, il y a une rencontre historique, livre qui est sorti en 1966, qui réunit tous les leaders sionistes pendant de Tachar, de 46, 47, 48, où ils essayent de considérer, on va en parler, Bezrat Hashem la prochaine fois, c'est de considérer qu'est-ce qui a fait pencher la balance en 48, qu'est-ce qui nous a fait gagner l'indépendance. Il y a là-bas Shamir, il y a là-bas Moshe Sneh, il y a là-bas, il y a au Golombia là-bas, toutes les personnalités de droite à gauche
qui discutent. Mais Moshe Sneeh, une des choses qu'il raconte là-bas, que qu'on lui passe, mais combien de juifs étaient prêts à faire leur aliyah en 1938-1939, qui attendaient le certificat? Il dit 1 million. 1 million de juifs. Des centaines de milliers de gens du Beitar. 100 000 membres, ceux qui s'identifiaient, il y avait un peu moins de 100 000 membres du Beitar à l'époque, on peut pas avoir les centaines de milliers, mais de gens qui s'identifiaient à tout cela. Vous comprenez? Maintenant, si vous laissez les portes se fermer, elles se ferment. Mais si vous mettez un demi-million de juifs mettent le pied à la porte eh bien, les Britanniques ne peuvent pas le fermer. C'est seulement en 1948 qu'ils avaient 86 000 soldats en Eretz Israël, les Britanniques. En 1936, ils n'avaient pas 86 000 soldats. Et tous leurs soldats étaient occupés à mater la révolte arabe. Pas à mater les juifs. Avant tout à mater arabe. Si les juifs s'organisaient à cette époque, croyez-moi, je ne dis pas qu'il y aurait, que l'histoire, elle aurait eu tout à fait un autre visage. Mais, vous comprenez, elle aurait eu certainement en partie un autre visage. Les Britanniques, ils nous auraient écoutés, vous comprenez? Vous ne pouvez pas les écouter, ne pouvez pas les accuser de ne pas nous écouter si on n'a rien à dire. Mais du moment qu'on a quelque chose à dire, on a une traduction, les goïms nous écoutent. Surtout quand c'est dit d'Eretz Israël, surtout quand c'est dit au nom de tout le peuple juif. Et pas dans l'esprit d'apaiser par-ci, par-là, etc. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Bien sûr que ça a changé. Et bien sûr que ça n'a pas changé. Ça a changé, peut-être dans le sens qu'aujourd'hui, on est dans la position où on peut se permettre de faire des gaffes. On parle d'une position d'indépendance et de souveraineté, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Alors qu'à l'époque, il faut savoir que la souveraineté, elle était là. C'est-à-dire toutes les bases pour la souveraineté, elles étaient là. Ils étaient là. Et c'est pas pour rien. Il faut lire les protocoles de la commission Peel. Il faut les lire. C'est des protocoles fantastiques. Ils sont fascinés, les gars. Ils viennent ici, ils voient un État avec des théâtres, avec un philharmonique, avec des dizaines de journaux qui sortent, journaliers, hebdomadaires, mensuels, avec avec une université, avec une Technion, avec tout ça. D'un côté, d'un autre côté, c'est pas le tiers-monde, c'est quelque chose de sous-développé. Ils le voient. Et ils le disent et ils l'écrivent. Nous sommes fascinés. Et ils disent, je ne suis pas venu sioniste, maintenant je suis sioniste. Alors qu'ils ont, malgré leurs intérêts de superpuissance, malgré leurs intérêts britanniques, leurs intérêts coloniaux, etc., ils sont persuadés par ce que les Juifs ont produit ici. Ils sont fascinés. Vous lisez ça, vous dites, ouais. Les Anglais, ils sont fascinés, mais c'est l'Europe ici. Comment ils ont fait, ces Juifs? En quoi? En 20 ans? Regardez ce que les Juifs ont fait en 20 ans. Et comment ils s'habillent? Regardez ces rues, regardez ces cafés, regardez ce restaurant, regardez ces immeubles, regardez tout ça. Et sans exploiter les Arabes. Avec des ouvriers juifs, avec tout juif. Ils sont sidérés, ils sont complètement sidérés, vous comprenez? C'est-à-dire, il ne faut pas mépriser les goïms. Il ne faut pas les mépriser, mais il faut leur parler. Il faut leur dire nos intérêts. C'était la principale cause de Jabotinsky, la force de la parole. L'État juif, c'est avant tout une parole qui a convaincu un peuple entier qui l'a fait venir ici, l'État juif. Evacuatio, l'Aliyah, c'est avant tout une parole. La défense, pardon? En parallèle avec le monde actuel, l'époque actuelle où les réalisations de l'État d'Israël fascinent. Bien entendu. Mais qu'on ne peut pas exploiter parce qu'on est divisé. C'est-à-dire qu'il y a les gens vis-à-vis d'Obama et de l'Europe, on n'est pas
capable d'imposer notre point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, vous êtes sidérés, mais la position qui s'impose, c'est la position de Brit Shalom et de Ichud. Brit Shalom, c'est Shalom Arshav de cette époque, des années 20. Vous comprenez? Vous êtes sidérés, vous êtes complètement fascinés. Le truc, le binationnisme, l'État binational. Vous comprenez? Et aujourd'hui, vous dites, mais comment est-ce qu'on est arrivé au fait que B'Tselem soit tellement central dans le débat idéologique d'Israël? C'est leur Hadash. אבל יכול להיות חדש. Position idéologique alternative. בבקשה. Union sur l'essentiel sioniste. בבקשה. Parler de manière claire, de position claire, immédiatement on est entendu. Immédiatement. Sans complexe. Sans Va'inu be'enenu kechazavim, ve'kach hayinu be'enenu. La parashat Hashavua, il n'y a rien de plus actuel. Rien de plus actuel. Entre les Meraglim et Yoshua et Kalev, c'est un dialogue de sourds. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre, c'est un dialogue de sourds. Les uns disent, il y a là-bas les Réphaïm, il y a là-bas Amalek, il y a... Et les autres de répondre à Aretz, Mashou Mashou. Aretz. On vous a parlé du problème démographique, vous nous parlez de Eretz Israël Hashlema, mais vous êtes fous. Alors ils continuent, les Meraglim. Eretz Ochelet Yoshvea. Eretz Ochelet Yoshvea. Bon, vous avez parlé de terre, bon, elle dévore ses habitants. Et ces habitants, ils sont effroyables. À leurs yeux, on avait l'air de sauterelles. À nos yeux, on avait l'air de sauterelles. Et c'est ainsi qu'on avait l'air à leurs yeux. Bon, ben là, Yoshua et Kalev, ils n'ont rien d'autre que répondre. Va'aretz tova hi meod meod. C'est la chose la terre, c'est la terre. Il faut regarder la terre. Vous avez. Pourquoi vous ne regardez pas? Parce que du moment que vous allez voir la terre, c'est vous que vous allez voir de manière différente. Vous allez vous percevoir de manière tout à fait différente. Pas comme des nains. Pas comme des sauterelles. La terre, elle donne force. Parce que c'est une terre de brites. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que arrêtez avec vos chashboinois. Weizmann, il vient avec ses chashboinois. Warburg, il vient avec ses chashboinois. Magnus avec ses chashboinois, etc. Chacun vient avec ses chashboinois. Laisse les chashboinois de côté. Comprenez, avec leur considération. Chacun avec ses laisse les considérations de côté. Le Rav Yosef Mendelevitch, on a parlé, si j'avais, avec l'opération Khatuna, le Miftzah Khatuna, avec la prise en otage, la tentative de prendre en otage l'avion de Leningrad en juin 1970, etc., il disait, mais avant de partir prendre l'otage, on savait qu'on était déjà pris. Le KGB, il était partout. Pourquoi partir? Parce que la makacha. On savait que si on voulait réussir, il fallait laisser les chashboinois de côté. Il a laissé les chashboinois de côté, il a libéré 3 millions de juifs. L'Union soviétique. C'est ce qu'il a fait. Il y a des endroits pour Eretz Israël, pour venir en Eretz Israël, laisser les considérations et la rationalité, et la chimie et la biologie, etc. Il faut amener avec nous et les laisser de côté. Ou les laisser de côté, alors les amener avec nous. Et ça, c'est une chose. Sur quoi voulaient s'unir, d'ailleurs, Ben Gurion et Jabotinsky, sur Eretz Israël.
sur peuple Israël et Israël. Ils voulaient s'unir. Ils ne divisaient pas. Une chose très. Et il ne faut pas mépriser l'égoïsme. Lorsque les Juifs parlent de voie unique, l'égoïsme, à commencer par les Britanniques, ils nous ont très bien écoutés en 1917. Ils ouvrent les oreilles. Ils ouvrent les oreilles. Ils ne sont pas cons, je m'excuse de le dire. Et ils savent très bien que ne pas écouter les Juifs, c'est être stupide. Vous êtes fous de ne pas écouter les Juifs. Vous comprenez, c'est pour ça que là, il faut... c'est fini, mais Bezrat Hashem, là, c'est une leçon qu'on a, qu'on doit, et qu'il faut tirer à tous les niveaux, tant pour la valeur de l'unité nationale, qui n'est pas une valeur de langue de bois ou une valeur à négliger, Chas Shalom, au contraire, c'est la valeur la plus centrale. Ne jamais se précipiter à mettre quelqu'un hors du peuple et ne pas négliger la valeur de notre parole. Surtout pas.